C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons encore une fois pour le Grand Talk. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue ce soir, Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle. Marius Conway, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Nous sommes tous d'attaque et je voudrais donc profiter de cette antenne pour rappeler à la toile, en tout cas tous ceux qui s'inquiètent, que notre collaborateur Tchelina Soro-Lebon, qui a été brièvement interpellé aujourd'hui suite à donc, la manifestation des étudiants de l'Institut national de formation agricole, a été relâché, n'est-ce pas, par les forces de l'ordre. Aux environs de 10 h, il est rentré à la base. On l'a donc interpellé brièvement, comme je le dis, vers 9 h et puis à 10 h, après échange et puis voilà, mise au point. Il a été libéré, histoire de rassurer tout le monde. Messieurs, on prend juste la petite pause, comme à l'accoutumée, on revient pour le débrief. À tout de suite. Voilà, messieurs, donc notre collaborateur, notre frère et ami va bien. Rentré donc à la base, du moins voilà, la télé, ici à 10 h. Après donc cette petite moment d'inquiétude, ce petit moment d'inquiétude, voilà, des parents et amis, maintenant tout va bien. Daouda, vous voulez dire un mot là-dessus? Réaction? Élisée, qui veut intervenir? Non, en fait, l'idée, c'est que je trouve que déjà, le fait qu'il soit rentré à la base, ça nous rassure, nous tous. Et je pense que ça va rassurer toute la toile et tous ceux qui s'inquiétaient pour qu'il est dans le bon soro. Mais en même temps, c'est le lieu pour moi aussi d'attirer l'attention de nos pouvoirs publics, notamment les forces de police, de laisser les journalistes exercer leur métier. Parce que c'est un droit constitutionnel, celui d'informer les Ivoiriens. Il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Et Tchelina Soro était dans ses droits, il faisait que son travail. Mais merci déjà de l'avoir libéré. C'est très important. Quelqu'un d'autre voudrait réagir, Herman, Élisée, Marius, c'est bon? Mais, enfin, moi, je pense qu'on dit c'est 10 minutes d'interpellation brève, donc bon, on peut passer là-dessus. Mais comme Daouda l'a dit, un journaliste, il n'a pas d'armes, il n'a rien et autres. Tout ce qui est public, il doit pouvoir informer là-dessus. C'est une manifestation publique. Les policiers qui étaient là, c'est des policiers qui sont publics, qui sont venus canaliser la manifestation. Donc, il peut prendre les images qu'il faut, ils ont droit à cela. Donc, moi, je pense qu'il faut les laisser exercer tranquillement leur métier, quoi, les journalistes. Très bien, merci. Alors, messieurs, bonne nouvelle. On applaudit donc pour la Côte d'Ivoire et le Burkina parce qu'au-delà de tout ce qui se passe et toutes ces différences, les ministres burkinabés et ivoiriens en charge de la défense se sont retrouvés donc, en territoire burkinabé. C'était le 19 avril 2024 à Niangoloko, voilà, au Burkina, près de la frontière, pour dépasser... Tu as du mal avec le Niangoloko? Oui, Niangoloko, j'y suis arrivée, voilà. Pour dépasser un peu toutes les turpitudes que nous avons connues ensemble, histoire de, comme ils le disent, d'aller à un départ nouveau. Messieurs, j'aimerais avoir votre point de vue. Herman, quelle lecture vous faites de cette rencontre qui augure voilà, de bonnes nouvelles, de bonnes relations pour la Côte d'Ivoire et le Burkina? Moi, je pense que c'est tout à fait à leur honneur, les deux parties. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina, avec les relations que nous avons, que les peuples même de ces deux pays-là ont, lorsqu'il y a quand même des tensions et autres, c'est pesant eux-mêmes pour les populations et même pour les autorités. Donc, si les deux ministres en charge de la défense, puisque vous connaissez les enjeux en termes militaires au niveau de la frontière, le djihadisme et autres, donc il faut, s'ils s'entendent aujourd'hui, on espère qu'on ne va plus revoir souvent les militaires, les gendarmes qui sont souvent pris à partie par ce problème-là entre les deux pays. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, en relation diplomatique, en relation entre deux pays, c'est des relations de respect. Donc, il n'y a pas qu'un pays soit plus fort que l'autre. Donc, c'est lorsque souvent l'autre pays forme du point que le pays qui se sent un peu qui se sent en non-respect, souvent par le principe de la réciprocité, aussi forme le point. Donc, si ils s'entendent aujourd'hui, moi je pense que ça va aller. On sait que tout ne va pas aller tout de suite, mais c'est déjà un grand pas. Élisée Boloube, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que les liens séculaires qui unissent les deux pays ont prévalu? Oui, moi je suis totalement d'accord avec ces personnes, mais je pense qu'au-delà de ça, il faut quand même avoir le courage ou l'honnêteté de reconnaître quand même
je vais dire, ce sens du fair play, en tout cas des autorités ivoiriennes, qui depuis même toute cette situation, c'est-à-dire quand on rentre, les tensions qui sont liées entre Ouagadougou et Abidjan n'ont jamais élevé un ton au-dessus d'un autre. Dans toutes leurs prises de parole, ils sont restés vraiment toujours assez sobres, les autorités ivoiriennes. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi, c'est des faits qu'il faut relever aussi. Maintenant, ce que je pense qu'il est important de dire, tout ceci a un objectif. C'est de faire en sorte que déjà la lutte contre le terrorisme, qui est déjà un défi majeur, se déroule dans de bonnes conditions. Pour rappel, déjà au temps du président Marc Christian Kaboré, en 2020 déjà, il y avait une opération conjointe qui s'était déroulée entre les armées ivoiriennes et l'armée burkinabé au mois de mai, qui avait été baptisée Opération Komoué, du nom de notre cher défenseur des consommateurs. Non, c'était juste en référence à ce fleuve-là qui traverse les deux pays. Voilà, et cette opération avait abouti à la destruction d'une base de terroristes, je crois, dans la localité d'Alidougou, si je ne me trompe pas, où il y avait environ 8 terroristes qui avaient été tués, une vingtaine qui avaient été capturés, des matériels militaires et autres qui avaient été saisis. Et ça avait auguré en tout cas de lendemain meilleur, jusqu'à ce que malheureusement, on tombe dans la situation politique qu'on a connue au Burkina, qui a fait que cette belle envolée-là a été interrompue. Je crois qu'avec la rencontre de la semaine dernière, ça sera certainement l'occasion de reprendre ces collaborations-là pour éventuellement apporter une réplique à la menace terroriste, parce qu'aujourd'hui, le Burkina affecté, implicitement, c'est la Côte d'Ivoire aussi qui est dans l'ornière. Donc c'est important que les deux armées se mettent ensemble et que les autorités vraiment s'entendent pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme. Marius Komoué, quelle est votre lecture? Sous quel postulat vous appréciez donc cette rencontre très importante pour nos deux pays? C'est une régulation de la situation, j'allais dire, des tensions diplomatiques d'ordre militaire constatées, comme le disait Élysée tantôt. Je pense que la Côte d'Ivoire a eu le nœud creux d'initier donc dans le calme plat et sans faire beaucoup de bruit sur le dossier. C'est important de ne pas trop en faire. Oui, bien sûr. Les affaires militaires ne nécessitent pas qu'on fasse trop de médiatisation là-dessus. Et le gouvernement ivoirien l'a si bien compris que le ministre d'État, ministre de la Défense, en initiant donc cette rencontre avec son homologue du Burkina Faso, voudrait donc mettre un terme ou alors tendait à rechercher les solutions nécessaires à mettre un terme donc au conflit, aux tensions diplomatiques au plan militaire entre les deux États. Aujourd'hui, nous pouvons donc faire un ouf de soulagement, eu égard donc à la participation non seulement des deux ministres de défense des deux pays, mais également entourés de leurs états-majors. Et donc, c'est des perspectives assez salutaires. Et nous pensons que, et comme je l'ai toujours dit d'ailleurs sur ce plateau, aucune situation, quelle qu'elle soit, ne trouvera solution que par la voie du dialogue. Aucune action militaire entre les différents États de l'Afrique de l'Ouest ne peut être salutaire pour leur peuple. Parce que nous connaissons justement les liens d'amitié, les liens de fraternité, les liens culturels qui unissent les différents États de l'Afrique de l'Ouest, surtout le Burkina et la Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, vous avez plus de 6 millions de Burkinabés et donc qui participent à la vie économique, sociale et culturelle de ce pays. On ne peut pas se permettre donc d'avoir des frères. Nous avons aussi des Ivoiriens au Burkina. Pardon? Nous avons aussi des Ivoiriens énormément d'Ivoiriens au Burkina qui sont dans le monde des affaires, qui ont des petites unités bien intégrées dans la société, burkinabé. D'ailleurs, le peuple burkinabé nous le rend tellement bien qu'il nous adore, il nous apprécie, comme nous aussi, nous les apprécions. Et donc, les conflits, les divergences de points de vue, les mécontentements exprimés, ça et là, devraient toujours trouver leur solution autour d'une table de discussion. Et donc, le dialogue, comme nous l'a toujours recommandé le président Houphouët-Boigny, le dialogue, c'est l'arme d'effort. Daouda, mieux vaut tard que jamais, que c'est votre lecture. La Côte d'Ivoire et le Burkina ont trouvé les moyens de pouvoir se retrouver et puis avancer pour la sécurité de notre région. Oui, on pourrait dire ça comme ça, mais moi, pour ma part, je pense que par cet acte qui est posé par l'État de Côte d'Ivoire en faisant la demande d'aller rencontrer les autorités de la transition burkinabé, déjà, c'est le sens de la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la responsabilité, je pense que la Côte d'Ivoire démontre en fait son leadership ouest-africain. Parce que dans cette guerre asymétrique que l'Afrique de l'Ouest est en train de mener contre le terrorisme, je veux dire,
si nous restons dans cet état de belligérance où il y a de la froideur dans les relations diplomatiques, forcément, la Côte d'Ivoire a beaucoup plus à perdre. Parce qu'aujourd'hui, on a autour de nous des dirigeants en kaki qui, je veux dire, qui techniquement, non, je le dis, il n'y a rien de méchant dedans, mais techniquement, eux, est-ce qu'ils ont aujourd'hui, voilà, est-ce qu'aujourd'hui ils ont un bilan vis-à-vis à défendre à leurs ressortissants? Le bilan qu'ils ont à défendre aujourd'hui, c'est de retrouver la paix. Or, s'il y a crise chez eux, nous on paie. Mais j'en veux pour exemple au nord de la Côte d'Ivoire, même si Komoé aime en parler à tout moment, mais aujourd'hui on donne gîte couvert à des milliers de réfugiés. Donc insidieusement, qu'on le veuille ou non, leur problème devient notre problème. Exactement. Donc pour cela, il faut qu'on lutte. Et pour lutter contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire, par exemple, je prends un exemple banal, peut être en train de poursuivre des terroristes. Arrivé aux frontières, dès qu'on passe, déjà, de l'autre côté, on a 2 gendarmes. Ouais. Vous voyez un peu. Donc il faut qu'on puisse reprendre cet exercice-là et puis ne pas seulement se limiter qu'au Burkina. Moi, je souhaite même qu'au-delà même du Burkina, qu'on aille... au pays de l'AES. Bon, comme ils sont toujours membres de la CEDEAO, ils sont toujours membres de la CEDEAO jusqu'à la fin de l'année, de fin de mandat. Mais je souhaite qu'on aille vers le Mali, vers le Niger, parce qu'on a besoin l'un de l'autre. N'oublions pas, il y a combien de Maliens en Côte d'Ivoire? Il y a près de 5 à 6 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Combien de Burkinabés? Combien de ressortissants du Niger en Côte d'Ivoire? Il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut qu'ils sachent que les pays en Afrique de l'Ouest sont interconnectés. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, locomotive de l'espace UEMOA. Si la Côte d'Ivoire touche, je pense que l'espace UEMOA risque d'avoir des problèmes. Et je trouve que c'est un leadership, tu aimes bien utiliser ce mot-là, très éclairé, que le gouvernement ivoirien vient d'entreprendre là. Herman Aboua, au-delà, ce qui pourrait nous faire mal à nous et au Burkina finit par nous permettre de nous retrouver. Ben oui, comme je disais, entre des États, c'est des relations de confiance, des relations de respect. Surtout de respect, parce que quelle que soit la superficie d'un pays, elle a son identité, sa souveraineté. Donc, qu'on ait 6 fois la taille du Togo, le Togo est un pays... Donc, lorsque les deux pays se respectent et ne regardent pas forcément leur rapport dans leur pays en termes économiques et autres, ou bien ce que l'autre fait moins que nous, il y a toujours cela. Souvent, quand il y a problème, parce qu'il y a un des pays qui se sent lésé dans cette relation bilatérale qu'on devrait avoir, il y a un certain respect qui sort. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que tout se fait dans le dialogue. Qu'est-ce qui a effrité les relations, enfin, qui a exacerbé les dissensions avec la Côte d'Ivoire? Lorsqu'il y a eu la position de la Côte d'Ivoire face à l'appréciation des différents jeunes qui se sont nés, comment est-ce qu'on les appréciait? Et quand bien, ici, on a eu que le président de la République de la Côte d'Ivoire a demandé à intervenir avec une force militaire pour aller déloger, comment on appelle, une junte installée. C'est le postulat de la CEDEAO. Donc, je veux dire que toutes ces choses-là participent à créer des tensions et autres. Donc aujourd'hui, on est loin de cela et qu'on arrive à un mécanisme où tout le monde, comme on le dit, on s'assoit dans le respect, on règle les problèmes, puisque les mêmes problèmes-là, on les subit tous, on règle les problèmes de façon responsable, c'est tant mieux. Élisée Bolobe, lorsqu'Herman était en train de faire donner ses propos, vous n'étiez pas très d'accord et vous le manifestiez. Je vous écoute. Oui, moi, jusque-là, je n'avais pas de problème. Mais quand il dit que le président était celui-là qui a demandé qu'on fasse une intervention militaire, ce n'est pas vrai. Le président ivoirien, voilà, c'est celui-là qui a demandé qu'on fasse une intervention au Niger, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas tenir de tels propos. Je n'ai pas dit ça en ces termes. Et c'est souvent quand vous reprenez les choses. Je n'ai pas dit ça en ces termes. J'ai dit qu'on a vu le président ivoirien a demandé à ce que envoyer un contingent militaire dans un autre pays. Je n'ai pas dit que c'est la CEDEAO qui avait décidé de ça, mais le président a pris l'initiative à son niveau pour faire participer son pays. Merci Herman. Que ça soit clair. Élisée Bolobe, il a essayé d'expliquer un peu son propos. Est-ce que cela rentre dans votre perspective? Moi, je vais juste prendre les téléspectateurs à témoin. C'est lui qui dit, il se dédie. Et puis en voulant même se dédier, même il vient confirmer ce qu'il est en train de dire. Quand il dit c'est lui qui a pris l'initiative, je ne sais pas quelle est la différence entre quelqu'un qui a pris l'initiative et puis celui qui a demandé qu'on parte. Je ne sais plus. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas le français. Mais je ne vais pas polémiquer là-dessus. Je ne vais pas polémiquer là-dessus. Juste rappeler à l'endroit de tout le monde que ce n'est pas vrai. C'est l'initiative de la CEDEAO. Voilà, c'est la CEDEAO qui, à sa réunion, a pris une telle initiative.
Heureusement pour nous tous que l'initiative n'a pas allé à son terme, puisque l'opération n'a finalement pas eu lieu, la CEDEAO ayant compris que ce n'était pas la bonne approche en réalité. Et ça, c'est à saluer ici également. Je veux juste dire que sur la question de la coopération militaire, et ça, c'est quelque chose qui est important quand même de signifier. La Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts. Déjà, si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu les 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali, les autorités ivoiriennes ont fait mains et pieds pour décrisper la situation. Le même ministre d'État, ministre de la Défense, avec une délégation, s'est rendu au Mali pour aller baisser la tension, discuter avec le pouvoir politique, le pouvoir malien, pour qu'on puisse trouver une issue heureuse, une issue favorable à la crise qui n'avait que trop duré. On voit cette démarche encore des autorités ivoiriennes vers les autorités burkinabées pour calmer la tension. Mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas juste arrêtée à ça. Parce que très souvent, les gens disent des choses sur la base des ressentis qui n'ont rien à voir avec la réalité sur le terrain. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui se bat au quotidien en Afrique de l'Ouest ici pour aider tous ces pays-là à lutter contre le terrorisme. J'en veux pour preuve déjà les dons que la Côte d'Ivoire a fait en mai. Je ne vais même pas loin. En mars 2023. La Côte d'Ivoire a offert, je vous dis rapidement, 1000 Kalachnikov, 100 000 munitions, une cinquantaine de pick-up. La valeur du matériel offert au Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme, la valeur du matériel offert s'élevait à 2,3 milliards de francs CFA. Ce que je suis en train de dire là, c'est des faits, c'est même connu de tous et c'est de notoriété. Tous les sites l'ont déjà publié, on peut aller vérifier les Élisée Boloubeu, donc la Côte d'Ivoire est toujours dans une posture de chercher la paix, c'est ce que vous dites. Non seulement de chercher la paix, mais d'aider ces pays-là, dont certains ressortissants font croire que la Côte d'Ivoire les combat, mais la Côte d'Ivoire fait des efforts pour les aider à sortir de la situation de crise qu'ils vivent. On n'est pas le seul pays en Afrique de l'Ouest. On est plusieurs pays, mais les efforts que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui auprès de ces pays-là pour les aider à pouvoir supporter la situation de crise qu'ils vivent, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays qui l'aient fait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de signaler quand on est sur un plateau pareil. Permettons rapidement, Daoud, on va écouter Herman, et puis vous allez peut-être essayer de les diviser, ça va les séparer, pourquoi pas. D'abord, je veux faire une précision. Allez-y, il ne faudrait pas qu'il me prête des intentions ou des mots, même des termes. Précisez votre pensée, ici, Herman. quand il a parlé de la réunion, que la CEDEAO effectivement, qui avait souhaité qu'il y ait une intervention militaire, que les gens créent des contingents. Mais quel est le premier pays à son niveau qui a décidé d'envoyer un contingent militaire? Ça aussi, c'est un fait. Au retour. Mais c'est archi faux. Quel est le premier pays qui a décidé d'envoyer un contingent militaire? Est-ce qu'on n'a pas vu le président? Pourquoi? C'est parce que vous, je ne sais pas. Je veux dire qu'au moins les faits. Tout à l'heure, vous avez parlé des Kalachnikov ou faire tout cela. C'est bien. Mais on a vu ici, au retour de cette rencontre de la CEDEAO, le président ivoirien, notre président, le président Alassane Ouattara, s'est adressé au peuple ivoirien pour dire que bientôt il va envoyer un contingent de 800 et quelques personnes pour aller intervenir, pour aller se positionner par rapport à la décision de la CEDEAO. Mais ça, c'est un fait. Mais quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on l'a fait. Après, la CEDEAO s'est rétractée, mais c'est un fait. Que le président ivoirien, mais ces gens de trucs-là, lorsqu'il y a des interventions, vous décidez là-bas d'une intervention militaire contre des pays que vous estimez être des gens au pouvoir qui ont fait des coups d'État pour venir, et que des chefs d'État dans les pays décident d'acter cela, mais c'est créer des dissensions entre les peuples. Mais il ne faudrait pas qu'on élucide cela. On élude cela. On élude cela, excusez-moi. Daouda, votre propos, je vous voyais sourire lorsqu'Herman s'exprimait. Je souriais parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un premier temps, toutes les décisions de la Côte d'Ivoire ne sont pas hors cadre, hors règle. Les décisions de la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans les décisions de la CEDEAO. Ce qui est dit par Herman tout à l'heure, c'est qu'en vérité, lorsque la réunion est finie, pour ceux qui ont suivi les vidéos, mais le président Tinubu, le secrétaire général même qui vient du Nigeria, il a frappé du poing sur la table. Donc quand il dit que la Côte d'Ivoire était le premier pays à le dire, ce n'est pas vrai. Après, chaque État, dans les États même qui sont membres de la CEDEAO même, il y a des États qui étaient pour l'intervention, il y en a qui étaient contre cette intervention-là. Maintenant, ce sur quoi je vais attirer ton attention, c'est qu'à la vérité, dans les nombreux États qui étaient pour l'intervention, mais pourquoi les pays membres de l'AES ne sont pas attaqués à ces pays-là? C'est plutôt à la Côte d'Ivoire qui se sont attaqués. C'est la question qu'on doit se poser. Répondez peut-être à la question d'Aouda. Justement, mais parce qu'ils estiment sûrement que comme nous sommes
comment on appelle ça, comme je dis, la locomotive de l'espace UEMOA. Ils estiment que c'est nous qui avons plus d'influence. Mais non, et pourtant, dans l'Afrique de l'Ouest, le pays qui a le plus d'influence actuellement, c'est le Nigeria. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le Nigeria qui assure la présidence de la CEDEAO. Ce n'est pas nous. Donc, je veux dire, les gens s'en prennent à nous tout simplement parce que le seul narratif qu'ils ont en tête, c'est abat la France et la Côte d'Ivoire est la base arrière de la France. Il faut sortir de cela. Aujourd'hui, moi, je pense, pour ma part, et on termine les deux pays, aujourd'hui, se sont rencontrés. Allons dans cette lancée-là. Sortons des histoires d'aller de tout le temps revenir en arrière parce que le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple ivoirien, on est tous fatigués. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le plus important, allons à la paix. Marius Komoro, est-ce que vous allez dans le même sens que Daouda? Il faut aller à la paix, oublier les événements passés, se concentrer sur donc, la rencontre qui pourrait, pourquoi pas, déboucher sur la libération de nos soldats, ensuite aussi la libération du soldat burkinabé ici et du supplétif de l'armée. L'action du ministre de la Défense présage de cela, parce que l'initiative de la Côte d'Ivoire, telle que menée avec nos frères militaires qui avaient été au Mali, avait trouvé solution, l'initiative ivoirienne avait trouvé solution par la même procédure. Des échanges permanents, jamais résignés, jamais résignés sur les initiatives. Et le ministre d'État, un homme bien averti, le comprend bien, puisque de plus en plus, il est totalement entré dans sa fonction. Il faut oublier le passé pour vous pousser un peu à toucher cette question. Il faut oublier le passé et puis avancer résolument. Nécessairement. D'ailleurs, il n'y a pas pour nous, il n'y a pas de passé. Parce que il n'y a pas de passé parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en guerre avec aucun autre pays. Je ne pense pas qu'au Burkina, ils soient également en guerre dans leur esprit avec la Côte d'Ivoire. Non, nous ne sommes point en guerre. Il y a quelques erreurs, quelques déviations, ça et là, et ça arrive dans la vie des nations qui sont frontalières. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien à fouetter un chat. Je pense que la solution, elle est aujourd'hui connue. Je l'ai dit et je l'ai toujours répété. Le premier président de la République de ce pays, de la Côte d'Ivoire, nous a enseigné perpétuellement jusqu'à la fin de sa vie le dialogue. Et il a toujours dit que le dialogue est l'arme des plus forts. Même le président Laurent Gbagbo, durant ses 10 ans de mandat, a toujours soutenu la voie du dialogue. Il dit « asseyons-nous et discutons ». Je pense qu'il faut toujours user du dialogue. Et monsieur le président Ouattara, qui se réclame du président Houphouët-Boigny, est un fin limieux aujourd'hui de la politique, j'allais dire internationale, sinon ouest-africaine. Et je ne pense pas qu'il ira autrement que d'utiliser toujours la voie du dialogue, surtout dans des histoires de divergence de points de vue avec des pays frères comme ceux du Burkina, du Mali et du Niger. Alors, Herman, l'idée, c'est vraiment d'aller à la paix et d'oublier le passé, renforcer les liens. Oui, moi je suis rassuré. Là-dessus, on est tous d'accord. Absolument. L'initiative du ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire auprès de son homologue burkinabé avec la présence des différents chefs d'état-major, c'est une initiative vraiment... C'est pourquoi lorsque Daouda parlait d'affirmation de responsabilités, on a été tous d'accord. Où je voulais en venir, pour éviter ces questions-là, elle a posé la question. C'est juste un principe, le respect entre deux nations. Lorsqu'on est d'accord qu'on doit se respecter, qu'il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre, on se respecte et les relations, on n'a pas besoin... Selon vous, Herman, il n'y a pas de respect avant? Non, je ne dis pas... Ils ne veulent pas qu'on évoque les initiatives, ça et là, qui ont amené, qui ont peut-être exacerbé ces tensions-là. Très bien, on retient donc qu'il faut aller au respect. Je suis heureux que ça se passe et on espère que ça va se poursuivre ainsi et qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de tension, de fumée qui couvre les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Très bien. Messieurs, alors... on ne pourra pas finir d'épuiser le sujet puisque cette rencontre va évidemment donner d'autres rencontres. Donc, on aura du temps, en tout cas, pour manger tous ces biscuits-là. Avec votre permission, je vous déplace à Bruxelles, messieurs. Et chers téléspectateurs, nous partons à Bruxelles parce que Bruxelles abrite du moins la 5e édition de la World Cocoa Conference qui se tient donc qui se tiendra du 21 au 24 avril au Bruxelles Convention Center. Ça a commencé depuis hier. Depuis hier, pardon. La thématique, payer plus pour un cacao durable. Payer plus pour un cacao durable. L'initiative Café Cacao de Côte d'Ivoire a représenté, le Coco Board également du Ghana représenté, on se rappelle bien,
que la semaine antérieure, le Premier ministre avait donc inauguré ce centre commun Côte d'Ivoire-Ghana, donc à Accra, pour favoriser les échanges et pourquoi pas être une force d'influence sur le cacao mondial. Le fait que nous soyons présents là-bas avec nos partenaires ghanéens, quelle lecture vous en faites, Daouda? Je pense que c'est déjà une très bonne chose, mais il est important de rappeler aux uns aux autres que justement, l'initiative Ghana-Côte d'Ivoire au niveau du cacao, justement, avait permis de trouver ce qu'on appelle qu'ils appellent dans les termes le différentiel de revenu. C'est pas le différentiel de revenu, qui était de $400 sur la tonne. Donc, du coup, ils avaient réussi à déjà avoir cela. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est une très belle initiative que la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays qui représentent à eux 205% du cacao mondial, décident de se mettre ensemble. Et je pense que lors de ce prochain débat au niveau de Bruxelles, forcément, ils vont faire entendre leur voix. Parce que les années précédentes, chacun était de son côté, chacun réfléchissait dans son coin. Donc finalement, les industriels du cacao, forcément, ce qu'ils disent au Ghana, ils ne le diront pas ici. Mais si désormais la Côte d'Ivoire et le Ghana décident de parler d'une seule voix, donc finalement, ils seront obligés de s'asseoir à la table pour suivre les règles de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, les industriels avaient commencé à mettre en cause le cacao le cacao ivoirien, notamment le cacao ghanéen, concernant les questions du cacao durable. Voilà, parce qu'ils estimaient que certains cacao étaient faits dans des réserves protégées, qu'il y avait la traite des enfants. Je pense que toute cette question a été plus ou moins réglée par le Conseil Café Cacao. Il a été démontré qu'il n'y a pas de traite d'enfants dans les champs de cacao. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte que les planteurs, il y ait une traçabilité du cacao ivoirien et qu'il soit de bonne qualité. Donc, j'espère que dans les années à venir, avec cette initiative-là, on pourra avoir de très bons revenus. Déjà, on a eu 1500, même si certains en Côte d'Ivoire aiment s'en plaindre. Non, moi, je précisais en Côte d'Ivoire, c'était M sans plaindre. Mais pour les planteurs, les cacaoculteurs que j'ai pu voir, vraiment, eux-mêmes, ils sont heureux. Pour parler comme les Ivoiriens de façon triviale, bon, les gens portent leurs pantalons, c'est nous que ça sert. Bon, voilà. On ne va pas essayer de décrypter ce proverbe-là. Herman Aboua, alors le fait que nos deux pays, Ghana et Côte d'Ivoire, s'entendent donc pour aller à Bruxelles et parler d'une même voix pour le cacao, pour vous, c'est une excellente initiative. Vous vous dites, est-ce qu'ils auront peut-être la force de pouvoir donner leur point de vue? On pèse quand même 65% dans le marché mondial. Moi, je pense que si c'est maintenant qu'ils ont eu, comme on le dit, c'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est qu'ils n'ont peut-être pas compris leur place en son temps. Parce que, oui, leur place, parce que quand vous êtes leader, ils sont déjà ensemble vous êtes deux. Laissez-moi, je vais terminer. Allez-y. Actuellement, ils sont déjà ensemble. Mais il faudrait que leur association, leur partenariat, leur vision commune aujourd'hui puisse profiter. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? C'est vrai que Daouda se réjouit des 1500 francs CFA. Je ne me réjouis pas, les cacaoculteurs se réjouissent. Oui, non, tu te réjouis avec eux. C'est peut-être que tu as interrogé. Je ne suis pas cacaoculteur, mais... Il y en a aussi que nous avons interrogés qui estiment que ce n'est pas bon pour eux. Sur ton plateau, ils étaient là. Le plateau ici, il a dit que c'était bon. Voilà. Par ailleurs, dans d'autres médias, ils disent que c'est bon. Le syndicat dit que c'est bon. Son point... Non, c'est pas que tu m'as adressé la parole. Voilà, vous l'avez interpellé, donc il a réagi. Donc allons directement sur votre point. Voilà. Je dis ce que je veux dire. Les 1500 francs, on est d'accord que, aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est très en deçà par rapport au prix qu'on a aujourd'hui au niveau international, qui est de 10 000 francs environ le kilogramme de cacao. Pour rester là. Mais si c'est pour qu'ils se mettent ensemble, parce qu'on a vu sur la question même des prix, le Ghana et puis la Côte d'Ivoire ont fixé le même prix, hein, c'est 1500 francs CFA aujourd'hui, le kilogramme de fèves de cacao à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire comme au Ghana. Si c'est pour se mettre ensemble, pour trouver les moyens pour entuber les producteurs, moi je ne trouve pas que ça va servir à grand-chose. Entuber, ça veut dire... Entuber, ça veut dire faire en sorte que les producteurs ne soient pas les premiers bénéficiaires de tout cela. Quand ils sont dans ces genres de réunions, il ne faudrait pas qu'ils laissent les gens infantiliser les producteurs. C'est-à-dire, Herman, ils doivent pouvoir affirmer. Il ne faudrait pas qu'on vienne leur donner déjà des comptes rendus de réunions ou bien de ce que les grands industriels chocolatiers décident pour le cacao, qu'on leur donne qu'ils fassent de cela leur parchemin et qu'ils aillent dans le même sens. Il faudrait qu'ils affirment, ils portent la voix, effectivement,
de ces producteurs là-bas. Et non pas faire des arrangements pour la caisse de l'État seulement et que les paysans, leur problème en fait perdure. Très bien. Élisée Bolobo, quelle est votre lecture de cette rencontre importante qui se tient à Bruxelles et qui, à n'en point douter, va donc agir sur les prix prochains à fixer? Ok, moi déjà, mon premier commentaire, c'est déjà de saluer cette initiative. Nous avons appelé de nos voeux depuis de longues années la nécessité de se mettre ensemble pour mieux défendre l'intérêt de nos producteurs et l'intérêt de ces pays producteurs de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont compris. Il est important peut-être de rappeler aux uns et aux autres que l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana concernant le cacao, ce n'est pas une initiative qui date d'il y a 10 ans. Voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place. On est à peine, je dis bien, dans la 3e année. Ouais, à peine dans la 3e année, quand on est dans cette initiative. Mais quand on regarde déjà les résultats que ça a commencé à produire, il y a de quoi espérer. Déjà, l'inauguration de ce siège-là, qui va abriter les représentants, parce que c'est pas... Il ne faut pas qu'on donne l'impression juste que la question du café-cacao est juste gérée par des bureaucrates. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut regarder la constitution du Cocoa Board, le Cocoa Board au Ghana, la structuration même de cette organisation. Il faut regarder la structuration du Conseil café-cacao. Il faut regarder ces structurations et on comprendra que ce n'est pas juste des bureaucrates qui sont là qui prennent des décisions. Les producteurs ont leur place. Les producteurs sont à l'intérieur de ces organisations. Parce qu'en réalité, c'est eux les premiers artisans. Ils sont à l'intérieur. Et donc, les discussions qui sont faites là sont faites dans l'intérêt et des producteurs et des États. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut estimer, quand on a écho de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, qu'on peut faire mieux. Mais est-ce qu'on regarde dans le rétroviseur pour voir il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière, c'était pas le cas. Comment c'était difficile? Quand pendant qu'en Côte d'Ivoire, on disait que c'était 700, au Ghana, on disait que c'était 1000 francs, on avait la fuite des produits. Aujourd'hui, ces deux États-là, qui ont pris conscience de leur poids dans l'industrie cacaoyère, décident aujourd'hui de se mettre ensemble pour lutter les intérêts. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Et aujourd'hui, c'est en train de porter des fruits. Aujourd'hui, à cette conférence du cacao, c'est une voie commune. La Côte d'Ivoire et le Ghana auront une voie commune. C'est-à-dire que quelqu'un ne vient pas sa délégation pour avoir une voie qui soit divergente des autres. Une force d'influence. Et eux, ils représentent 65% de la production mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent là, ça va être entendu. Vous avez assurance de cela? Mais bien sûr, on a parlé de la question de comment on appelle ça, de l'intérêt des peuples. Mais regardez déjà le verbatim avec lequel les délégations partent. Il y a un mot d'ordre. Le mot d'ordre là, c'est le respect du prix plancher. Ça, ils ne débattent pas dessus avec les producteurs. Et ça, toutes les délégations qui sont formées là, elles vont avec ce mot d'ordre. Donc ça veut dire quelque part, déjà, il y a une volonté de pouvoir avoir un peu plus par rapport à ce qui se faisait par le passé. C'est vrai que tout ne se fera pas du jour au lendemain, subitement. Mais c'est un processus. Et quand tu regardes l'évolution du processus, tu te rends compte que des efforts sont faits. Et ces efforts-là ont un impact. Aujourd'hui, on est en train de parler de 1500 francs, le prix Beauchamp, qui peut paraître peut-être insignifiant pour d'autres, mais il y a quelques années avant, c'était un rêve. Et ça, c'est la campagne intermédiaire. On attend la grande campagne, et moi, je suis convaincu que la grande campagne, on aura plus que ça. Ça veut dire que des efforts sont aujourd'hui en train de produire leurs fruits, et ça, c'est des choses déjà à saluer. Élisée. Marius Komoré, avec cette initiative commune Côte d'Ivoire-Ghana, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle ère pour le cacao? Salutaire comme initiative. Basée sur ces deux forces-là. Salutaire comme initiative. Si elle n'avait pas existé depuis lors, aujourd'hui, il fallait la penser. Et je pense que le leadership de la Côte d'Ivoire, encore une fois, se confirme. Rappelons qu'en 1988, dans nos recherches, il avait été initié une telle volonté par le président Houphouët-Boigny, qui avait d'ailleurs bloqué en son temps, en 1988, le cacao ivoirien et n'avait pas voulu le vendre sur le marché mondial pour amener justement les industries de chocolaterie à revenir sur justement leur position. Quand je parle des grandes entreprises de chocolaterie, on parle de Ferrero, les grands groupes, les Nestlé, les Mondelez, mais toutes ces grandes industries de chocolaterie ont fait des pressions de sorte à ce que l'initiative d'Houphouët-Boigny échoue. Ce fut effectivement un échec parce que tout simplement, la Côte d'Ivoire était allée en solo contre ces grandes entreprises. Mais aujourd'hui, constituant 65% de l'offre mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana ne peuvent plus se permettre d'aller en rang dispersé face à ces grands chocolatiers. Et donc, c'est tout à fait normal que nous saluions l'initiative et nous pensons donc que de plus en plus, même si
on enlève la Côte d'Ivoire, on exclut la Côte d'Ivoire et le Ghana, jamais l'Équateur, le Pérou, oui. Le Cameroun encore, bon, ça ils sont encore en bas, même le Gabon, même le Brésil ne peut pas fournir la demande mondiale de cacao au plan international. Donc il faut forcément la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et à la matière, en parlant de la même voix, nous pèserons de plus en plus sur le marché mondial, de sorte à ce que le prix tel que fixé par les chocolatiers soit profitable à nos planteurs. Et Élisée, dans son propos, a dit un mot que je voudrais qu'on puisse, sur lequel on puisse épiloguer. Il a dit le verbatim, le mot d'ordre. C'est un mot d'ordre, donc ils partent d'une voie commune. Ils vont donc d'une voie commune, ce qui veut dire qu'on devrait normalement avoir de bonnes nouvelles, et ce serait la fin de la misère des producteurs. Oui, forcément. Je pense que quand il expliquait, déjà, nous sommes dans la petite traite. Donc, on attend la grande. La grande va venir. Et je pense que lorsque le débat faisait rage concernant le prix du cacao au Cameroun, où certains hommes politiques se sont engouffrés dans la brèche pour essayer de susciter de la colère chez les cacaoculteurs. Est-ce que c'était l'objectif? Qui vous dit que c'était l'objectif, Daouda? Finalement, parce que quand je le dis, les cacaoculteurs même sont heureux des 1500. Et c'est nous, certaines personnes qui se plaignent des 1500. Pendant que nous-mêmes, on n'a même pas un petit champ, un hectare seulement de cacao. Donc, je continue. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'aller parler d'une seule voix pour dire clairement, et je pense que Marius a été clair sur la question, parce qu'aujourd'hui, si on enlève la Côte d'Ivoire et le Ghana... Les autres ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Parce que les autres sont à 100 000, à 100 000, 200 000, 300 000. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 2 400 000 tonnes par an. Le Ghana, on parle de 800 000, 900 000. Mais qui peut tenir concrètement compte ce chiffre-là? Personne. Donc, à un moment donné, ils vont nous entendre. Ils vont nous écouter. Et deuxième chose, où les cacaoculteurs vont avoir de la chance, parce qu'avant, quand le Ghana était plus haut que nous, en termes de prix, qu'est-ce qui s'est passé dans la zone d'Abangourou, d'Anibilekuro, dans les zones cacaoyères? Les gens prenaient leur cacao qui pouvaient les vendre dans ces pays-là, au Ghana. Je me rappelle encore pendant la crise, sous l'ère Laurent Gbagbo, le Burkina s'est retrouvé être premier exportateur de cacao dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, on ne va plus assister à ça. Donc, on va parler d'une seule voix. Moi, une chose est sûre, je pense que beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire. Cette initiative qui vient de voir le jour, aidons-la. Je peux comprendre le point d'Herman de dire que oui, il ne faudrait pas qu'ils infantilisent. Mais je pense que ils vont pas, je ne pense pas que c'est l'objectif. Parce qu'eux-mêmes le disent clairement, les cacaoculteurs sont à l'intérieur du système. Ils vont avoir des cartes comment on appelle ça? Ils pourront s'exprimer et donner le vrai point. Ils ont des cartes. Ils ont des cartes et au-delà de ces cartes-là vont servir de cartes bancaires de sorte qu'ils aient leur argent systématiquement. Souvent, sortons du négativisme en fait. À tout moment, à tout le temps en train de taper. Disons souvent, quand c'est bien, c'est bien. Herman, là on voit bien, enfin, selon les différentes interventions, on pourrait dire que les choses vont bien se passer, que les producteurs vont avoir un revenu assez important pour s'occuper de leur famille. Vous restez toujours sur le point qu'ils ne pourront pas... C'est une initiative. J'ai même dit, à l'entendre de mes propos tout à l'heure, que ce n'est pas trop tard pour bien faire, mais on aurait dû penser à cela depuis longtemps. Ça veut dire que l'exigence, l'urgence, la nécessité d'aller ensemble, c'est avéré. Ce que je dis par contre, il ne s'agit pas que ces deux-là se mettent ensemble et ne pas aller affirmer la position des producteurs. On a déjà vu ça. Je ne sais pas, Daouda, si tu as déjà regardé, lorsque ces gens de rencontres-là se déroulent, souvent les communiqués, les comptes rendus et autres sont faits le premier jour avant même que les débats ne s'ouvrent. Et on vous demande d'examiner tout ce qui va être dit. Est-ce que généralement, moi, je suis pas d'accord avec toi. Laissez-moi terminer. Les discussions rentrent dans ce cadre-là. C'est ce que je dis. Il ne faudrait pas que nos représentants aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'ensemble, on est plus fort, on reconnaît notre force, il faut que lorsqu'on va à ces genres de rencontres-là, on essaie de négocier bien pour ne pas qu'on soit lésé, pour ne pas que les producteurs soient lésés. C'est de cela que je parle. Quand on s'en va dans ces genres de rencontres, il faudrait que nous, on a 65%. Nous, aujourd'hui, là, on décide de viter le prix plancher, comme Élisée le dit. Il ne faudrait pas que ça bouge. On veut même que ça soit amélioré. Aujourd'hui, on a vu quoi? Laissez-moi terminer, je vais chuter avec ça. On a vu que souvent, parce que les chocolatiers veulent contrôler
les prix de nos produits, parce que c'est leurs produits premiers qui peuvent nous faire. Ils nous créent des histoires des enfants qui sont dans les plantations. Aujourd'hui, Dieu merci, on voit qu'il n'y a plus d'enfants qui travaillent dans les plantations. On nous crée toujours ces problèmes-là et ça joue sur... On dit, bon, vos cacao, on va acheter à ce prix, on ne va plus acheter parce que vous ne respectez pas les normes. Toutes ces choses-là, c'est nous qui avons la production. Aujourd'hui, là, ils ont besoin de nos chocolats. Il faudrait qu'on leur fixe le prix de nos fèves. Très bien. Je pense que Daouda et ensuite Élisée. Tu es en train de parler, mais je pense que, excuse-moi de le dire, mais tu es en train de défoncer une porte qui est déjà ouverte. Il a exprimé une crainte. Hein. Oui, mais la crainte qu'il fait, la crainte que tu es en train d'exprimer, c'est la problématique auquel l'initiative Cacao Ghana est en train de répondre. Donc finalement, j'ai l'impression que quand tu parles, tu ne t'es pas écouté en fait. Ou bien, parce qu'à la vérité, c'est ça. Ils te disent, on va parler d'une seule voix. Pendant des années, cette initiative qui vient de voir le jour, il y a à peine 3 ans, tu vois, pendant des années, chacun parlait dans son coin. Chacun partait décider. Les industriels venaient discuter avec chaque pays, n'importe comment. Donc finalement, chacun avait son prix. Aujourd'hui, ils décident de se mettre ensemble. Mais c'est ce que tu es en train de dire. Mais tu fais comme si il y avait en fait, pour toi en fait, tu es dans le conspirationnisme à tout moment. Il faut sortir du conspirationnisme à un certain moment. Non, c'est vrai, non. Parce que c'est du conspirationnisme. Je conspire contre qui? Non, mais parce que pour toi, tout le monde est louche. De base, tout le monde est louche avec toi. Daouda, je pense que Herman, dans son propos, a dit il espère que... Voilà, allons tout doucement. Élisée, allez-y. Non, je pense que Daouda, il ne faut pas aussi aller je vais même pas répondre. Non, il ne faut pas aller de gauche. Je crois que les inquiétudes émises par Herman ont tout leur sens. En tout leur sens, c'est vrai si dans certains secteurs, on a assisté à des situations pareilles ou parfois quand on va à de telles rencontres tout est ficelé d'avance. Voilà, nos voix très souvent ne pèsent pas trop. Mais je pense que pour la question du cacao, quand on regarde déjà les initiatives prises par ces deux pays depuis quelques mois déjà en arrière, qui ont même fait plancher, qui ont même fait fléchir, certains gros chocolatiers, on est convaincu qu'en tout cas, ils vont faire entendre leur voix. Ça, c'est une certitude. Ce d'autant plus aujourd'hui qu'ils savent que les gens ils sont en position de force. Parce qu'étant ensemble aujourd'hui à 65% de la production mondiale, ils sont vraiment en position de force. Donc, c'est le but en fait. Justement pour ne plus qu'on se fasse imposer les choses. Vient de décrire. Aujourd'hui, on se dit, quand on se met ensemble, on devient plus fort, on peut faire entendre notre voix. Donc, cette inquiétude, elle a tout son sens. Mais je me dis que c'est justement pour répondre à cette inquiétude-là qu'aujourd'hui, on est arrivé à l'étape de l'initiative. Maintenant, j'entends aussi ce que Herman dit. Parce que, quelque part, c'est bien beau de prendre de telles initiatives que nous saluons tous. Mais il faut qu'il y ait une lisibilité et une clarté. Quand on va à de telles rencontres, ce qu'on a dit, ce qu'on a obtenu, il faut que ça soit su, ça soit mis au goût du jour, que les Ivoiriens voient effectivement, que les Ghanéens voient effectivement, que l'initiative qui a été mise en place là, porte des fruits au bénéfice des populations. Ce n'est pas des réunions dont les conclusions vont être rangées dans les tiroirs ou bien seront connues par une poignée de personnes qui va juste s'agoutter autour. Donc ça aussi, c'est important de le dire. Le narratif et le processus devraient donc changer pour informer les populations. C'est ça. Dans tous les cas, on souhaite que cette initiative-là porte du fruit aux producteurs des deux nations et on salue vraiment leur présence là-bas. Élisée le disait, je veux revenir sur ses propos, le mot d'ordre, c'est vraiment aller au bien-être des producteurs. Parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Notre plateau n'a pas changé. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous continuons avec Élisée Boloubeu, Herman Aboua, Marius Komoé, Daouda, mais nous a rejoint M. Stanislas Zézé. Bonsoir, merci d'être là. Merci, vous êtes PDG de Bloomfield Investment Corporation et vous êtes là pour nous parler donc de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire qui aura lieu le jeudi 25 avril 2024. Mais avant d'échanger avec vous sur ce sujet-là, très bonne nouvelle pour les souscripteurs de KDS. Rappelez-vous, cette entreprise donc, qui avait fait du leasing, permettant aux Ivoiriens d'obtenir un taxi et puis l'affaire, enfin, bref, on s'est retrouvé dans plein de problèmes. L'entreprise décide de rembourser. Depuis donc vendredi dernier, une conférence de presse a été faite. Plus de détails dans cet élément. Regardez. Riviera Atoban, siège de KDS. À l'intérieur, une 50aine de souscripteurs. Ils ont été convoqués pour la restitution de leur investissement. Il y a plusieurs mois, l'entreprise KDS a fait face à de nombreuses ruptures de contrats entre elle et ses partenaires qui ont souscrit dans le transport. Notre activité épousait les pratiques de l'appel à l'épargne publique, si bien qu'il a décidé
qu'on suspende la prise des souscripteurs. Pour les restitutions, un calendrier est établi. Et même si cela prend du temps, tous les remboursements seront faits, rassure le directeur général de l'entreprise. D'ailleurs, nous avons établi un chronogramme de paye, de remboursement des souscripteurs. On a aussi fait un point à l'État parce que l'État a demandé que, c'est-à-dire le comité de veille, qu'on lui fasse un rapport trimestriel des remboursements de ces capitaux-là. On fait le rapport trimestriel. Ici, on a donné une intention de rembourser l'argent que les gens nous ont restitué et non pour les matérialiser. Après de longs mois d'attente, certains souscripteurs retrouvent enfin le sourire. J'ai été convoqué hier par appel par la direction du KDS Holding pour mon paiement. Et ce qui a encore me rejoint le plus, c'est que j'avais déjà reçu un premier paiement. Et à la date indiquée, j'ai été convoqué vraiment pour recevoir le deuxième paiement. Pour l'heure, seulement 700 souscripteurs ont été remboursés sur plus de 3000, selon les chiffres donnés par la direction générale de KDS. Messieurs, comment analysez-vous le fait qu'enfin les souscripteurs commencent à avoir leur argent? Là, on a eu un témoignage. Il a eu un premier remboursement. Ensuite, on l'a appelé pour un second. Bonne nouvelle en perspective, Daouda. Mais trop tard pour bien faire. Il y avait tellement longtemps que les gens couraient. Très récemment, on a même vu la FICI qui a confisqué certains de leurs véhicules pour être payés. Je pense que sûrement ça a dû mettre un coup d'accélérateur. Mais au moins, c'est pourquoi moi je me réjouis. Je me réjouis pour moi personnellement d'abord. Vous êtes souscripteur? Non, je ne suis pas souscripteur parce que chaque jour dans la rue, je suis accosté par des souscripteurs. Quand est-ce que vous en parlez sur le plateau? Quand est-ce que vous en parlez? Aujourd'hui, on va en parler. Il a commencé à rembourser. Cherchez à vous rapprocher de KDS. Maurice Komoé, votre avis? Il faut bien que l'État soit très regardant parce qu'après les feuilletons des agro-business, on voit encore une marmaille de haute gamme qui s'instaure encore dans l'économie nationale avec ces structures qui viennent et qui s'installent. Et avec certainement, il y a toujours des complicités parce que nous, en tant qu'intellectuels, on ne peut pas concevoir que des individus puissent s'installer dans un pays et puis voler les populations parce que ça a tout l'air d'un vol organisé et ce n'est pas normal. Un terme assez trivial. Maurice Komoé Herman parle de marmaille, enfin bon... Comment est-ce que vous réagissez à cela? De vol? Mais moi, je pense que... Oui, moi, j'assume mes propos. Quand j'entends déjà même les souscripteurs même dire que enfin, vraiment, ceux qui ont reçu sont heureux, c'est un traumatisme. Vous savez pourquoi? Pourquoi un traumatisme? Mais leur premier acte, c'est qu'ils voulaient faire l'action qu'ils voulaient, mais c'était une initiative d'investissement. Ils sont allés déposer de l'argent pour que ça produise. Et finalement, des personnes qui leur ont fait croire, enfin, le loyer du rêve, aujourd'hui, ils sont arrivés à lutter pour retrouver leur investissement, qui n'a pas eu des années, pendant des années, enfin, ça n'a pas bougé l'investissement. Ils sont souffert pour... Et ils se réjouissent. Moi, je pense que le promoteur même se réjouit de cela. C'est comme un foutage de gueule, quoi. On reste quand même assez cool sur le plateau. Élisée, pour vous, quelle est votre lecture quant au remboursement des souscripteurs? Bonne nouvelle. Non, moi, il n'y a pas besoin de sauter au ciel. Hein. Je pense que c'est ce qui leur a été demandé. C'est l'ordre normal des choses. L'idée au départ, pour ceux qui sont allés souscrire à KDS, c'était de faire, comme l'a dit Herman, un investissement qui devait rapporter quelque chose de supplémentaire. Là, on n'est plus même dans une logique de bénéfice. On veut juste, ou du moins les souscripteurs veulent juste leur paye. Moi, que cette initiative qui a été lancée à coup de publicité, à renfort publicitaire, avec cette conférence de presse de début de paiement-là, que ça ne s'arrête pas en si bon chemin. Que ça aille jusqu'au terme et que jusqu'au dernier souscripteur, il soit payé et qu'on ferme définitivement la parenthèse de cette histoire de KDS avec ses paiements et tout ce qui va avec. C'est cela. Alors, Monsieur Zézé, quel est votre avis sur ce genre d'investissement? On avait connu, Marius le disait, l'agro-business. Ensuite, on a cela. Vous investissez, je vais essayer de trivialiser, 100 francs. Vous avez 300 francs dans une période assez courte. Comment est-ce que vous appréciez ce fait-là et surtout le fait qu'ils décident de rembourser les souscripteurs? Je crois que le problème, c'est déjà de ne pas permettre que ce genre d'activité soit prise. Les gens sont libres d'investir dans ce qu'ils veulent ou dans ce qu'ils perçoivent comme un investissement lucratif. Ceci dit, tout ça doit être régulé.
Donc en réalité, ça devrait être régulé depuis le départ. Est-ce que ces gens ont eu l'autorisation de lever de l'épargne? Si ce n'est pas le cas, c'est déjà la responsabilité des autorités qui régulent ce type d'activité. Je crois qu'on ne devrait pas arriver à ça. On est arrivé à ça, c'est la deuxième chose. Ça montre bien qu'il y a quand même une légèreté dans ce qui est de la réglementation de toutes ces activités. Il va peut-être falloir revoir et trouver le moyen de prévenir que ce type d'action se répète. Très bien. Alors, je le disais donc à l'entame de cette seconde partie, vous êtes là pour nous parler des enjeux de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire. La conférence aura lieu le 25 avril 2024. Au-delà des enjeux, est-ce qu'on peut déjà faire un petit point des 7 conférences dernières et les acquis de ces conférences-là? Alors, l'objectif même de créer ces conférences, c'est d'établir ce qu'on appelle la cartographie de risque d'investissement d'un pays. Nous le faisons en Côte d'Ivoire, nous le faisons dans d'autres pays également. Et ça permet aux investisseurs d'avoir une visibilité sur 3 questions cruciales que se pose l'investisseur. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement auquel s'attendre? Et quel est le risque qu'on prend de perdre son capital? Et donc, au fil des années, on s'est rendu bien compte que ça répondait systématiquement chaque année aux questions des investisseurs qui venaient investir dans les pays où on faisait ces conférences-là. Et c'est devenu aujourd'hui une institution, cette conférence. Elle est attendue chaque année avec beaucoup d'engouement. Nous avons 600 participants en présentiel, 3000 participants en distanciel. Et beaucoup de pays commencent à commander leur conférence Risque Pays. Donc je pense que cette initiative est une initiative extrêmement heureuse pour les investisseurs des pays africains, les partenaires des pays africains et les investisseurs même locaux et régionaux. Donc c'est une plateforme qui permet d'avoir une profondeur quant à des décisions qu'on doit prendre d'investir dans un pays ou un autre. Daouda? Tout à l'heure, vous parliez de l'opportunité, du retour sur investissement et les risques. C'est les questions auxquelles les investisseurs voudraient avoir des réponses. Mais pour vous qui faites des rapports risques de certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, quand vous regardez aujourd'hui la question de la Côte d'Ivoire, est-ce que l'investissement en Côte d'Ivoire, ça marche bien? Quand on sait que dernièrement, il y a eu un gros débat sur les questions de la dette et autres, est-ce que la Côte d'Ivoire va bien aujourd'hui? Alors, je réponds sur la dette ou je réponds sur la Côte d'Ivoire? Sur la Côte d'Ivoire, la dette. Alors, je crois que ces 2 dernières années, on a bien vu que la note de la Côte d'Ivoire, parce que les notes sont sur 10 pour les risques pays, nous sortons un rapport qui évalue justement cette cartographie des risques. Et la Côte d'Ivoire dans la catégorie risque faible. Risque faible, ce qu'elle a eu l'année dernière et l'année d'avant, 6,2. Elle est dans la catégorie des risques faibles, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frein à l'investissement. Au contraire, il y a un encouragement à l'investissement. Donc, la Côte d'Ivoire est définitivement un pays attractif du point de vue de l'évaluation de risque pays. Maintenant, sur la dette. Alors, je vois qu'il y a... Quel est votre postulat? Il y a un vrai débat. Je crois qu'il y a un vrai débat sur la dette. Mais ce que vous devez comprendre, quand on parle de dette, là on va parler de dette souveraine, il y a 3 indicateurs qui sont extrêmement importants. Le premier indicateur, c'est le ratio de la dette sur le PIB. Donc la dette totale sur la richesse créée. Deuxième indicateur, c'est le service de la dette. Donc la capacité du pays à faire face à sa dette. Et le troisième indicateur, c'est l'exposition de cette dette-là vis-à-vis des différents créanciers. Sur le premier point, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à... sur le ratio. Sur le ratio, elle est 58%. Le stock de la dette et sur le PIB est de 58%. Ce qui reste un ratio raisonnable, qui dira que la Côte d'Ivoire est modérément endettée, parce que le benchmark est à 70%. Ceci dit, ce ratio n'est pas vraiment pertinent en réalité. Quand vous voulez déterminer la soutenabilité d'une dette, c'est pas un ratio qui n'est pas pertinent. Le deuxième ratio, le plus important en réalité, c'est le service de la dette. Et aujourd'hui, le service de la dette de la Côte d'Ivoire est à 68% de ses recettes fiscales hors dons et hors dette. Le benchmark, c'est 20%. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est nettement au-dessus des 20%. Et donc là, oui, c'est une source
certainement d'inquiétude. Ceci dit, la Côte d'Ivoire a certainement une marge de manœuvre en termes de revenus propres, parce qu'aujourd'hui, son économie est largement informelle. Donc elle a la possibilité de formaliser son économie, élargir sa base fiscale pour justement engranger beaucoup plus de revenus. Et c'est ce sur quoi elle devrait travailler, je pense. Le troisième critère, c'est l'exposition en devises étrangères. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, sont des pays rentiers. Donc, dans des niveaux de réserve des devises qui sont faibles. Donc, s'exposer en devises est un gros risque quand on s'endette. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a près de 90% de sa dette qui est en devises étrangères. Et de ces 90%, vous avez 66% qui sont en euros et le reste en dollars, yens, donc 17% en dollars et le reste en devises fluctuantes. Donc, même si le CFA est en parité fixe avec l'euro, il est important de comprendre que le CFA, ce n'est pas l'euro. C'est clair. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous n'avez pas suffisamment de devises, vous êtes exposé systématiquement. Aujourd'hui, il y a une certaine soutenabilité de ces dettes, mais si, évidemment, on reste à ce taux de remboursement très élevé, ça veut dire qu'on se retrouve dans un cercle vicieux où on emprunte pour rembourser. Et à un moment donné, évidemment, ceux que vous prêtez commenceront à se poser des questions et ça pourrait être moins soutenable à moyen terme. Donc, c'est peut-être, à moyen terme, enfin, sur combien d'années comme ça? Alors, je veux dire, si la Côte d'Ivoire ne capitalise pas sur sa marge de manœuvre de formaliser son économie pour élargir sa base fiscale, pour pouvoir engranger plus de revenus, évidemment, cette soutenabilité, je veux dire, d'ici 5-6 ans, va certainement commencer à poser problème. Si on reste toujours sur des remboursements qui élevés, qui freinent à peu près 70% donc, des recettes fiscales. Pour vous, on est limite alors? En termes de remboursement de la dette, oui. Sauf que la Côte d'Ivoire a montré les dernières années qu'elle a la capacité de redescendre. Mais ceci dit, ça reste quand même élevé. Parce que si vous prenez dans l'année fiscale de cette année, les projections d'endettement s'élèvent à 5 000 milliards. Donc ça veut dire que là, évidemment, on est dans une logique d'emprunter pour rembourser. Donc ce jeu d'équilibrisme, oui, fonctionne, mais à un moment donné, ça peut poser problème si la dette est de plus en plus en devises étrangères. Tant qu'elle est en monnaie locale, le risque il est très faible. Et une fois qu'on continue en devises étrangères... Quand on rentre en devises étrangères, ça devient problématique. Donc je crois qu'il est extrêmement important de peut-être inverser la tendance. La logique, ce serait d'avoir une exposition en devises étrangères qui ne dépasse pas 30% et d'avoir 70% en monnaie locale. Donc nous encourageons même la majorité des pays africains de s'endetter dans leur propre monnaie. Très bien. Marius Komoé, on revient sur les enjeux de la conférence pays? Non, des enjeux de la dette. Moi, ça me préoccupe en tant qu'usager des services publics. N'est-ce pas? D'accord, mais en même temps, je voudrais rappeler que on reviendra. Qu'il est là pour la conférence. Mais rapidement, on va sortir un peu sur le point de la dette et on revient. Juste certainement avoir l'éclairage de l'expert qu'il est, en tant qu'agence de notation financière qui évalue justement la capacité des États à rembourser leurs dettes. Vous avez souvenance avec nous que la Côte d'Ivoire traversait à un moment donné, ou avait à un moment donné une dette évaluée à environ 6 000 à 8 000 milliards sous le régime précédent. Aujourd'hui, on nous parle de 25 000 milliards de dettes. À votre humble avis? Alors, comprenez aussi que pendant que ce pays accumule la dette, ce pays aussi augmente sa richesse. Absolument. Donc, quand vous faites le ratio, finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si vous êtes à 26 milliards, ça ne veut absolument rien dire. C'est relatif. Okay. C'est relatif à la richesse créée. Aujourd'hui, si vous comparez à la richesse créée, vous n'êtes qu'à 58% du PIB. Okay. Donc, je veux dire, c'est raisonnable en réalité. Non, venant de vous, ça ne devrait souffrir d'aucune ambiguïté désormais dans le Merci. Très bien. Alors, Élisée Boloubeu, c'était Herman Abouak qui avait la parole et ensuite Élisée. Herman, on revient à la conférence? Les deux. D'abord, sur la conférence, c'est vrai que risque pays Côte d'Ivoire, regardez comme ça, risque pays, je ne crois pas que
ce terme-là, les gens captent ça forcément. Est-ce que vous pouvez revenir sur, quand on parle de risque pays, quels sont les indicateurs sur lesquels on revient, les thèmes de référence et autres? La deuxième question en même temps. La deuxième question, c'est justement sur la dette. Tout à l'heure, vous avez donné les 3 indicateurs qu'on devait apprécier lorsqu'on veut analyser la dette d'un pays. Mais je crois que vous avez dit le ratio le moins pertinent, c'est lorsqu'on fait le rapport sur le PIB. Et c'est ce qui... mais on a vu finalement que le service de la dette, où vous avez assez d'inquiétudes, et l'exposition de la dette, des dettes par rapport aux devises étrangères, où il y a aussi inquiétude, les 2 indicateurs-là, finalement, vous avez dit qu'il n'y a finalement aucun risque pour la Côte d'Ivoire, enfin, sa situation d'endettement n'est pas aussi alarmante que cela. C'est ce que j'ai cru comprendre dans votre chute. Je vais peut-être commencer par la deuxième. D'accord. Non, ce que j'ai dit, c'est que à court terme, ce n'est pas un sujet d'inquiétude. Ceci dit, il sera à moyen terme, voire à long terme, si ça continue à avoir ce type de ratio-là. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on parle plus du ratio de stock de la dette sur le PIB, comme je dis, qui n'est pas pertinent en réalité parce que c'est relatif. Si vous prenez un pays comme le Japon, ce taux-là pour le Japon, c'est 200%. Ça veut dire que, ceci dit, sur les 200%, le Japon est endetté à 90% vis-à-vis des Japonais et 10% vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, c'est soutenable. Ce qui n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Je vous disais, la Côte d'Ivoire est exposée à 90% et c'est beaucoup plus risqué dans ce sens où le niveau de réserve des devises est généralement faible. Et quand le niveau de réserve des devises est faible, il y a une pression justement sur les exportations de devises. Très bien. Et tant que la Côte d'Ivoire et les autres pays africains en général seront des pays pas industrialisés, le niveau de réserve des devises sera toujours faible. Parce qu'évidemment, ils exportent les matières premières, collectent des devises étrangères, mais utilisent ces mêmes devises étrangères pour acheter des produits finis dont ils ont besoin, qui coûtent plus cher. Très bien. Donc le niveau de réserve des devises est toujours faible. Très bien. Revenons, je vous prie, messieurs. La première question. La question, évidemment, risque Alors, quand pays. on parle de risque pays, on parle de mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités d'investir ou investir dans un pays. Donc, il y a 5 critères fondamentaux que nous regardons. Nous regardons l'environnement sociopolitique et sécuritaire, nous regardons la performance économique, nous regardons la gestion des finances publiques, nous regardons le secteur financier, donc le financement de l'économie. Donc, voilà les critères en gros que nous regardons pour évaluer justement, et nous regardons aussi l'environnement des affaires. Donc, c'est 5 critères que nous évaluons sur une échelle de 10, où entre 0 et 2, vous êtes dans un risque systémique, c'est-à-dire qu'on ne conseille à personne d'investir dans ce pays. Dans votre pays, oui. Entre 2 et 4, on est dans un risque élevé. Donc, on peut, si vous voulez, investir en prenant des mesures de sécurité, de garantie. Entre 4 et 6, il n'y a pas, si vous voulez, d'indication contraire à l'investissement. Ceci dit, il y a des risques qui peuvent être importants. Et entre 6 et 8, catégorie dans laquelle la Côte d'Ivoire est, risque faible, nous encourageons les investisseurs à investir dans ce pays. Et entre 8 et 10, nous sommes à risque quasiment nul. Donc évidemment, nous encourageons fortement l'investissement dans ces pays-là. Très important. Et écoutez, Élisée, on fera encore le tour. Élisée ? Tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous avez... Bon, les critères sont là. Hein, donc je pense que vous avez déjà donné la position de la Côte d'Ivoire 6 et 8. Donc, vous êtes rassurés. Pas besoin de revenir là-dessus. Moi, je voulais juste, par contre, avoir votre avis sur un fait que vous avez évoqué, la question de l'élargissement de l'assiette fiscale. Depuis des lustres, les gouvernants en parlent. Les gouvernants qui sont succédés en parlent. Toujours on en parle. Mais on voit que ça ne bouge pas. En réalité, c'est quoi le problème et quels sont les leviers en réalité sur lesquels on devrait agir pour élargir cette base fiscale? Il y a eu des réformes qui ont été annoncées. Bon, jusque-là, on n'a pas encore vu les résultats. C'est quoi le problème au juste? Alors, pour vous qui êtes observateur de la vie économique. Je pense que cette question doit être posée au gouvernement ivoirien. Ceci dit, oui, évidemment, je ne crois pas que ce soit nécessairement quelque chose d'extraordinaire à faire, dans la mesure où d'autres pays l'ont fait. Parce que surtout que l'informel n'est pas inconnu, puisqu'on capitalise l'informel dans le calcul de la richesse. C'est ça.
Mais je ne sais pas, à mon avis, c'est une volonté politique de vraiment se pencher là-dessus, parce que c'est extrêmement nécessaire pour les pays africains, en réalité, de formaliser leur économie. L'avantage que ce pays a, c'est qu'il a commencé à diversifier son économie, c'est la première étape. Mais dans une logique d'industrialisation, il serait nécessaire de formaliser l'économie pour avoir des ressources beaucoup plus importantes localement. Parce que pour moi, la dette, c'est un complément budgétaire. La dette ne devrait pas être la base des ressources. Hein. Si on se retrouve dans une logique de 50-50, ça pose problème. Ça pose problème. On devrait être dans une logique de 90, ressources locales, ressources propres, et 10% endettement. Ouais. Daouda? Monsieur Zézé, excusez ma candeur en matière de risque pays. Moi, je ne maîtrise pas grand-chose, mais tout à l'heure, vous avez placé la Côte d'Ivoire au niveau de 6 à 8 en termes de notation. C'est bons élèves. 6 et 8. Ils ont 6,8. Pour l'année dernière, ils ont 6 et 8. Je ne vous ai pas encore révélé. Pour cette Voilà, 2024, on n'a pas encore le classement. Justement, c'est là que je venais. Dans les critères que vous avez cités, vous avez parlé de l'environnement socio-politique. Pour nous qui sommes contemporains depuis la mort d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu en Côte d'Ivoire de transmission de pouvoir d'un ancien président à un autre. On passe toujours de crise post-électorale en crise post-électorale. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an, 6 mois d'une élection. Est-ce qu'il sait bien actuellement, si quelqu'un veut investir en Côte d'Ivoire, c'est le moment? Alors, vous savez, les élections, en réalité, est un fait tout à fait banal d'une démocratie. C'est vrai que dans ce pays et dans d'autres pays banal, également, mais toujours, enfin, ici, c'est toujours récurrent d'avoir des challenges. Oui, c'est vrai, mais il faut considérer ça comme un élément banal. Donc, quand on fait une analyse, évidemment, nous sommes dans un pays où l'histoire de ce pays a bien montré qu'il y a des crispations chaque fois que nous sommes à la veille d'une élection, présidentielle. Même des élections locales ont montré quelques fébrilités, même si après elles se sont résorbées. Je crois que les investisseurs si vous voulez, se projettent à long terme. Ils vont regarder quel est l'historique de la capacité de rebondissement de ce pays. Et ils vont voir que depuis très longtemps, c'est un pays qui a la capacité d'absorber les chocs, choc après choc. Donc, s'ils sont dans une logique de long terme, ils se disent, si on commence à investir dans un pays comme celui-là, de toute façon, ces élections passeront. Et il y aura peut-être du grabuge ou pas. Même s'il y a du grabuge, ils ont montré dans le passé leur capacité d'absorber ce grabuge-là. Donc, ils resteront dans une logique d'investir dans ce pays parce qu'ils vont regarder non seulement les fondamentaux, la capacité d'absorber les chocs et la performance de ce pays-là. Je crois que les indicateurs aujourd'hui montrent bien que c'est un pays qui est plutôt très attractif. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il y a des faiblesses, parce que c'est ce que j'explique aux gens. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'un pays est risque faible qu'il n'y a pas de faiblesse. Et je vous ai dit, ils sont 6,2 sur 10, je n'ai pas dit 10 sur 10. Donc c'est important de comprendre. Donc on a encore des points à améliorer. On a encore des points à améliorer. Absolument. Et quels seront ces points améliorés? Là, s'il vous plaît, avant de passer la parole à Marius et Herman, ou Herman et Marius? C'est à Marius d'abord, je crois bien. Oui, très bien. Allez-y, quels seraient les points pour la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je crois que l'environnement socio-politique et sécuritaire a besoin d'être amélioré parce que c'est sur les critères que nous avons évalués cette année, même si je ne vous dis pas la note globale, c'est le critère le plus faible en réalité. Le point sécuritaire. Oui, sécurité et environnement sociopolitique. Parce que la stabilité, elle est à court terme, voire moyen terme, mais pas au-delà d'une élection présidentielle. Donc ça reste fragile. C'est une stabilité avérée, mais qui reste fragile. Donc, et la sécurité, même si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays considéré comme très sécure, parce qu'elle a un indice de 1 sur 5 qui met la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays les plus sécurisés. Mais il y a des inquiétudes sur le nord de la Côte d'Ivoire qu'il faut prendre très au sérieux. Quand les Américains lancent une alerte sur une région, c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Donc je vais présumer que les autorités de ces pays ont certainement pris des dispositions, mais évidemment, il y a en termes de sécurité, avec les pays frontaliers qui traversent des périodes difficiles sociopolitiques, on se dit qu'il pourrait y avoir des spillovers, comme on dit sur la Côte d'Ivoire, ce qui est le cas d'ailleurs, hein. Peut-être à petite dose pour l'instant,
mais ça pourrait peut-être prendre de l'ampleur. Et avec la nouvelle, avec la rencontre des ministres des Défenses de Côte d'Ivoire et du Burkina, est-ce que c'est un élément favorisant justement à rassurer sur le point nord de la Côte d'Ivoire? Une rencontre, c'est une rencontre. Maintenant, après, c'est de voir ce qui s'est dit dans cette rencontre, quelles sont les mesures qui ont été prises. On parlait de nouveaux départs, voilà, retravail, mais je pense que ce qui serait très intéressant pour les investisseurs, c'est qu'il y ait peut-être un peu plus de transparence sur ce qui se passe, sur les décisions qui sont prises, sans rentrer dans les détails pour des questions de sécurité nationale. Mais il est extrêmement important de donner des indications qui pourraient éventuellement rassurer les investisseurs. Très bien. Marius Komoé. Alors, je termine donc en vous permettant donc de nous instruire sur justement les différentes politiques que pourraient par exemple initier nos États, un État comme la Côte d'Ivoire bien entendu, pour atténuer les facteurs de vulnérabilité de sa dette. Quelles sont les politiques véritables? Vous revenez sur la dette encore? Ah oui, bien sûr, c'est important parce que, croyez-moi, qu'il est là pour les questions de vulnérabilité de nos États face à une dette aussi, pour nous, assez lourde. Ajouter ma question, il va prendre mais rapidement, ce que je vous dis, c'est que... revient sur rapidement, c'est qu'il faut déjà se tourner vers un endettement en monnaie locale. Et ça, c'est extrêmement important. Quand vous avez des pays qui vous disent nos marchés locaux ne sont pas profonds, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. Je dis la profondeur des marchés, on ne la décrète pas, on la construit, cette profondeur-là. Et je crois que ce marché de l'UEMOA a bien montré chaque fois qu'il y a eu, si vous voulez, création de nouveaux instruments financiers, il y a eu existence d'une nouvelle catégorie d'investisseurs. Et je crois que l'épargne existe, il faut juste peut-être aller la chercher. Et aller la chercher, c'est éduquer les gens sur la logique d'épargner et d'épargner à travers ce type, des outils, des instruments financiers émis par l'État qui permettraient à l'État de s'endetter en monnaie locale et réduire son endettement en devises étrangères. Je crois que pour moi, c'est un élément extrêmement important de renverser la tendance de la logique d'endettement et shifter plutôt sur de l'endettement en monnaie locale. Très bien. Herman Laboire. Bon, je vous souhaite que vous reveniez sur les articulations de cette conférence qui risque pays sur la Côte d'Ivoire, mais en même temps, apprécier ou d'inviter à apprécier la gestion des finances publiques dans la note de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a une bonne note sur la question? Est-ce que je peux ajouter une petite, s'il te plaît, sur la décentralisation? Là, on est à 1 minute de la fin. On doit rappeler l'événement de M. Zézé. Voilà. Et on termine là-dessus. Non, sur la gestion des finances publiques, je pense que la Côte d'Ivoire a montré sa capacité à bien gérer ses finances publiques, même si nous avons des inquiétudes sur un certain nombre d'éléments, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, par exemple, vous regardez le déficit budgétaire est à 5,2%, me semble-t-il, 5,2%, donc largement au-dessus des 3%. Mais je crois qu'on est dans une période où, depuis la Covid, on semble tolérer les déficits budgétaires. Mais ceci dit, l'idée, ce serait de revenir à un déficit budgétaire en dessous de 3%. Donc, dans la gestion globale des finances, on va dire que la Côte d'Ivoire a mis en place un mécanisme qui lui permet quand même de bien gérer les finances publiques. Et en termes de gouvernance, je crois qu'il y a des éléments qui sont mis en place, même si je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur le plan de la gouvernance. Et on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra pas, malheureusement, oui. Alors, je vais rappeler l'événement donc qui nous rassemble avec M. Stanislas Zézé. Je rappelle que la conférence Risque et Pays Côte d'Ivoire aura lieu le jeudi 25 avril 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est à partir de 7h30. 7h30. Très bien. 7h30, vous êtes attendu, non, c'est sur invitation. Invitation, parce que les inscriptions sont fermées. On a eu plus de 1000 inscriptions, donc c'est fermé. Et là, c'est uniquement sur invitation désormais. Donc voilà, sur invitation et avec beaucoup de plaisir. On attendra donc les conclusions de cette 8e édition de cette conférence Risque Pays Côte d'Ivoire que vous initiez. Merci d'être venu. Merci infiniment. Et puis, la question de la dette, vous l'avez bien vu, hein, encore cristallise l'attention. C'est pour cela qu'ils vous ont posé ces questions-là. Merci en tout cas de vous être prêté à ce jeu. Merci. Vous êtes M. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Merci d'être venu. Merci infiniment. Merci à vous.
Chers amis, Marius, Daouda, Élisée, Herman, merci. On se retrouve demain, Dieu voulant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Les programmes continuent sur Live TV avec le vrai match dans quelques heures. À tout de suite.